Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu pour cette nouvelle semaine avec moi mes compatriotes habituels, Cyril Salut à tous et à toutes. et Julien. Bonjour FX, bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous êtes très heureux de nous retrouver pour ce chapitre 3. Après notre longue pause bien méritée de cet été, nous retrouvons donc pour ce troisième chapitre, donc voilà. Oui, je vais en faire un petit rappel évidemment pour remercier tous ceux en fait qui par exemple nous soutiennent sur Tipeee. Merci beaucoup. Ouais. Vous nous permettez vraiment de faire tenir un peu, de faire vivre les coulisses du podcast. On vous rappelle évidemment que vous pouvez nous soutenir aussi tout simplement sur les réseaux sociaux en nous suivant, en nous partageant, en nous likant ou en nous laissant des petites notes et des commentaires. Donc ça, vous connaissez la chanson, maintenant on est assez avancé dans la 3e saison du podcast, mais n'hésitez pas quand même à le faire malgré tout parce que c'est très très agréable. Et un grand merci à vous tous, vous toutes, chers auditeurs, chères auditrices, qui nous avez accueillis un chaleureux retour ces 2 dernières semaines. Ouais. On s'attendait à un certain engouement, mais pas à ce point-là. Vous avez tous répondu présents à notre retour et de la plus belle des manières. Merci beaucoup. Continuez comme ça nous donne encore plus envie de continuer et de vous offrir le meilleur podcast. En effet, merci à tous vos messages et ne vous en faites pas. L'histoire du saucisson de Cyril Sera bientôt racontée et révélée. Il la demande. Eh bien, nous repartons donc ensemble pour ce chapitre 3. Après, comme je le disais, cette longue pause bien méritée. Et nous avions donc repris le 3e livre, ou dirais-je plutôt le 5e livre, retrouvant d'abord Pipin et Gandalf à Minas Tirith. Et ensuite, nous avons eu la chance de rencontrer la compagnie cool, je veux dire la compagnie grise. Tu peux me guerre. Ah oui, c'est vrai que c'était J'avais l'Expendables. oublié ça. Dunedain du Nord, mené par Aragorn, en direct de la Pierre d'Erec pour rassembler l'armée des morts. Dunedain du Nord et bien sûr les 2 fils jumeaux d'Elrond avec bien sûr. Et cette semaine, nous retrouvons la cour de Théoden ainsi que Merry. Tout juste après la bataille du gouffre de Helm, on se le rappelle, tout juste ou en tout cas quelques jours. L'ambiance est à la réorganisation et même à la fête, avant du moins d'être mise à nouveau au pied du mur. Les feux d'alarme ont été allumés, l'urgence est de retour. Chapitre 3, le rassemblement du Rohan. Toutes les routes courent ensemble à présent vers l'est à la rencontre de la guerre imminente et de l'assaut de l'ombre. Et au moment où Pipin, debout à la grande porte de la cité, voit entrer le prince d'Olamroth avec ses étendards, le roi du Rohan, lui, descend des collines. Au dernier rayon du soleil de la journée, les Rohirrim chevauchent lentement. Leur chemin contourne bientôt un énorme épaulement du rocher pour plonger dans l'assombrissement d'arbres. Les cavaliers descendent en une longue file jusqu'à parvenir au fond d'une gorge. Le soleil vient de se coucher. Bientôt, Arrodale s'étend devant eux, tout retentissant du bruit des eaux dans le soir. Alors Arrodale, c'est la vallée profonde au sud d'Edoras, au bout de laquelle se trouve Dunaro, où nous allons arriver aujourd'hui, et Dunaro, au-dessus duquel se trouve, au sommet, le refuge. C'est là que les troupes du Rohan vont se retrouver pour partir à Minas Tirith. Là, au fond de cette vallée, se trouve le fleuve Snowbourne, qui se précipite sur les pierres vers Edoras, les vertes collines ainsi que les plaines. Donc le Snowbourne, c'est ce fleuve qui traverse le Rohan et passe donc devant Edoras. Au loin, sur la droite, à la tête de la grande vallée, le puissant Starkhorn, couvert de neige éternelle, le Starkhorn, ce n'est rien de plus que le plus haut sommet des montagnes blanches qui bordent le pays du Rohan. Et Merry, tout comme nous, tout comme vous, il est en train de contempler tout cela avec un grand étonnement. Bon, il est épuisé car ils ont chevauché lentement et n'ont pris que peu de repos. Heure après heure, durant près de 3 jours interminables, il a trottiné, montant et descendant par des cols et de longues vallées, et traversant également maints ruisseaux. Tantôt il était aux côtés du roi, lui partageant des récits de la comté, tantôt il écoutait les récits des hommes de la marche, et la plupart du temps, il se trouvait derrière le seigneur Théoden, en silence, à essayer de comprendre la langue des hommes du Rohan. Il se sent de plus en plus seul en l'absence de Pipin, de Gandalf, et maintenant d'Aragorn, Legolas et Gimli, absence qui lui est très pénible. Il se rend compte même qu'il en oublie Frodon et Sam, eux sur qui tout repose pourtant. Mais les voilà enfin arrivés à Arrodale, où ils font halte, mais nul repos pour le roi. La journée a beau être finie, il a encore une grande distance à parcourir. Au matin, il ira à Dunaro pour le rassemblement de la marche. Purité grandissante, ils descendent au fond de la vallée traversée par le Snowbourne. Le chemin les mène bientôt à un gué où le murmure des eaux peu profondes se fait plus sonore.
Le guet étant gardé, de nombreux hommes s'élancent hors de l'ombre des rochers à la vue du roi pour crier « Théoden roi ! Théoden roi ! Le roi de la Marche revient !» L'un d'eux sonne un long appel de corps dont l'écho retentit dans toute la vallée. D'autres corps répondent, des lumières se montrent de l'autre côté de la rivière, et soudain s'élève loin au-dessus un grand concert de trompettes. Ainsi le roi de la Marche revient victorieux de l'ouest à Dunaro, au pied des montagnes blanches. Il trouve là déjà assemblées les forces restantes de son peuple. Les capitaines viennent à sa rencontre, porteurs de messages de Gandalf. Dunir, chef de ceux de Harrodale, est à leur tête. « Il y a 3 jours à l'aube, Seigneur, Grippol est venu, rapide comme le vent, et Gandalf a apporté des nouvelles de votre victoire qui nous ont réjoui le cœur. Mais il nous a aussi apporté votre ordre de hâter le rassemblement des cavaliers. Et puis est venue l'ombre ailée. » En effet, il semble qu'un Nazgûl soit venu jusqu'à Edoras et survolé le château d'or de Méduseld, heureusement pour plus de peur que de mal. Les nouvelles reçues, Théoden prend congé de Dunir pour gagner le refuge et là, avant de prendre du repos, rencontrer les capitaines. À mesure que la compagnie de Théoden avance dans la vallée, Merry observe. Il y a un grand nombre d'hommes, et il ne peut en évaluer le nombre, mais ce doit être une grande armée composée de milliers d'hommes. 6000 lances, moins de la moitié de ce dont j'espérais. Une partie se presse au bord de la route pour saluer le roi et les cavaliers. Par derrière s'étendent jusqu'au loin des rangées de tentes et de baraquements, des alignements de chevaux au piquet, de grandes réserves d'armes et de lances. Ça ressemble un petit peu à ce que je vois quand j'arrive en festival, en camping. Bon, les lances en moins et les chevaux en moins, mais tout cet amas de tentes, ces gens qui vont et viennent. Mais attends, par contre, c'est une réplique du film que tu reprends, mais qui n'est pas totalement juste dans les livres. Non, pas du tout même. Non, oui, précisons-le, ils sont, je sais plus le nombre qu'ils sont. Il va justement réalité. amener 6000 lances à Minas Tirith, mais il en a bien plus que ça. Ouais. Et les autres, c'est lui qui va les laisser volontairement en arrière pour garder les places fortes du Rohan. La grande assemblée disparaît à présent dans l'obscurité, et malgré le vent froid de la nuit, aucune lanterne ne brille, aucun feu n'est allumé. Seuls des sentinelles portant de lourds manteaux qui font les 100 pas. Tandis que Merry observe de tous côtés, le groupe du roi arrive au fond de la vallée devant un immense mur de roche. Dans ce mur, le chemin se met à grimper, comme un serpent en travers du roc. En pente rapide comme un escalier, la route se recourbe d'un côté et de l'autre dans sa grimpée. Des chevaux peuvent y marcher et des charrettes y être traînées lentement, mais aucun ennemi ne peut venir par là, sinon par les airs. À chaque tournant de la route, il y a de grandes pierres levées, sculptées à l'image d'hommes, énormes, aux membres balourds, accroupis, les jambes croisées et leurs gros bras repliés sur des panses rebondies. L'usure du temps a fait disparaître les traits de certains, sauf les trous sombres des yeux, qui dévisagent encore les passants. Les Rohirrim les appellent les biscornus. Alors, par rapport à ces petits biscornus, C'est même imposant, biscornu. est-ce que vous savez d'où viennent ces biscornus et qui sont-ils? Eh bien, moi, je le sais. Mais vu que tu lances la question, je vais te laisser y répondre comme si je ne savais pas. Dis-nous, Père Castor. Eh bien, on a déjà beaucoup parlé de cette place forte qu'est Dunaro, ce plateau en hauteur. Mais si on analyse un peu plus l'histoire en profondeur de cet endroit, c'est donc une forteresse, entre guillemets, un haut lieu de montagnes blanches en hauteur qui permettait aux hommes des montagnes blanches au 2e âge, donc bien avant l'arrivée du Rohan, de se réfugier. Et les statues qui sont sculptées à cet endroit-là sont en fait des statues à l'effigie d'un certain peuple qui s'appelle les Druedins. Et les Druedins, nous les rencontrerons bientôt, dans quelques chapitres, vous verrez, lorsque le Rohan sera en marche vers Minas Tirith et qu'ils passeront par une certaine forêt, ils rencontreront ce qu'on appelle plus communément des hommes sauvages, qui sont en fait des Druedins, qui sont une race d'hommes très vieux, qui datent du premier âge, en fait, qui descendent des hommes du premier âge, et qui ne sont... c'est pas tout à fait exact. Il y en a qui ont été à Numénor, mais qui ne sont... Globalement, la majeure partie n'a pas été à Numénor, n'ont même pas été combattre en Beleriand et ont vécu dans ces montagnes depuis maintes années. On reviendra peut-être le jour où on les rencontrera plus en détail. Oui, là on aura l'occasion de les présenter. Un peu plus, mais ici, c'est donc effectivement une représentation de ces Druedins qui fait le chemin, qui fait tout au long du chemin pour monter jusqu'à Dunaro, donc un endroit, un des plus hauts, des plus vieux, une des plus vieilles forteresses, en tout cas... zone protégée de la Terre du Milieu. Bah oui, car même pour les Rohirrim ici présents, je le mentionnerai dans une phrase prochainement dans le chapitre, en fait, de mémoire d'homme,
Ah, ils ne le savent pas. Eux-mêmes ne le savent pas, ils ne Non. savent pas qui est représenté par ces statues. Aucun homme qui vit ne semble savoir ce que représentent ces biscornus. Non, ils ne le savent pas et ils font même pas le lien quand ils rencontrent les hommes Non. sauvages dans la forêt. Mais par contre, Mary le fait. Mary, au moment de voir les hommes sauvages, se dit tiens, il me rappelle les statues. Et c'est Ouais. tout ce qui est dit. Mais on sait, ça a été confirmé. Ah, il est que, bon quand même Tolkien pour nous effectivement, faire des petits liens entre des chapitres au travers Ouais. d'une phrase d'un hobbit. Mhm. Et ça, c'est aussi le genre d'information qui paraît tellement anodine ou que tu zappes à une première lecture si tu l'as fait un peu rapide et qu'en revenant dessus, là, tu Ouais, c'est ça. butes dessus et tu dis ah, mais oui, c'est ça en fait. Mais donc voilà, c'est vrai qu'on voit pas ça dans les films, ces statues, mais Non, il n'y en a pas une. Quand Non. on voit Elrond monter la nuit, il n'y a pas des statues. Je pense qu'il y a quelques flashs qu'Aragorn a où on voit les statues et tu vois la caméra fait des effets un peu bizarres où la caméra est en plan débulé et où ça fait des zooms. Quand il a peur d'aller dans le chemin des morts, Bah, ou c'est quand il y va, il est en fait. train de dormir, il a un peu des cauchemars et on voit Elrond qui parallèlement est en train de monter ce chemin oui, dans le c'est roc vrai. et la caméra va sur des espèces de statues étranges. Ah oui, c'est vrai. Je pense Tiens. pas qu'elles sont aussi ressemblantes à la description qu'on en a Non, ici. parce que là, c'est des petits hommes un peu gros. Ouais, comme mais forme de ça petit ressemble plus à Bouddha. des espèces de spectres pour, je pense, amener le fait qu'on va voir l'armée des morts par la suite. Mhm. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est des espèces d'artefacts de l'armée des morts, comme il a expliqué. Ouais. Il y a la porte avec des écriteaux, Ouais. des écritures, etc. J'ai plus l'impression qu'ils ont voulu un peu styliser ça que faire référence à possible. ces petits biscornus. En tout cas, voilà l'histoire des biscornus. Au bout d'un moment, regardant en arrière, Merry constate qu'il a déjà grimpé quelques centaines de pieds au-dessus de la vallée, mais il peut encore voir, loin en contrebas, une file de cavaliers qui traverse le gué et suit la route en direction du camp préparé pour eux. Seul le roi et sa garde montent au refuge. La compagnie du roi parvient enfin à un brusque rebord, la route passe dans une coupure entre des parois rocheuses, monte une courte pente et débouche ainsi sur un large plateau. Les hommes appellent ce plateau le Firinfeld. C'est un champ d'herbes verdoyantes et de bruyères dominant de haut la vallée de Dunaro. Ce plateau se trouve au genou de grandes montagnes. Il y a l'Iskartorn au sud et au nord la masse en dents de scie de l'Irensaga, entre lesquelles les cavaliers ont en face d'eux le sinistre et noir mur de Duimorberg, à savoir la montagne hantée. Le plateau est divisé en deux par une double rangée de pierres levées qui se perd dans les arbres. Ceux qui osent emprunter cette route arrivent bientôt au noir Dimholt, sous le Duimorberg, à la menace du pilier de pierre et à l'ombre béante de la porte interdite. Tel est le sombre Dunaro, œuvre d'hommes depuis longtemps oubliés. Leur nom est perdu et aucune chanson ni aucune légende ne le rappelle, en tout cas pour les hommes du Rohan. Pour quelles raisons ils ont aménagé cet endroit comme ville, temple secret ou tombeau de roi, nul ne pourrait le dire. Tout ce qu'il reste de ces années sombres, ce sont les vieux biscornus, et peut-être aussi les Druedins, Mais ça, ils ne le savent pas. mais ils ne le savent pas encore. Merry ouvre de grands yeux sur le défilé des pierres, jusqu'à apercevoir des groupes de tentes et des baraques de part et d'autre de la route des pierres. Parmi les campements, il en aperçoit un plus petit, au centre duquel s'élève un pavillon. Un cavalier vient à ce moment de ce côté à leur rencontre. En approchant, Merry voit que le cavalier est une femme, portant cependant un casque et vêtue jusqu'à la taille comme une guerrière, une épée à la ceinture. Il s'agit d'Éowyn, qui, d'après Merry, semble avoir pleuré très récemment, malgré la dureté de son visage. « La route jusqu'ici s'est déroulée sans encombre, monseigneur. Elle était pénible pour des gens arrachés soudain à leur foyer. Il y a eu des mots rudes, car cela fait longtemps que la guerre nous a chassés des champs verts, mais il n'y a eu aucun acte mauvais. Tout est maintenant ordonné comme vous le voyez. Et votre logement est préparé, car j'ai eu pleine information à votre sujet, et je connaissais l'heure de votre arrivée. » Et Omer lui demande si le seigneur Aragorn est déjà venu, ce à quoi elle lui répond, non sans pleinement cacher une certaine émotion, qu'il est parti dans les ombres d'où nul n'est jamais revenu. Elle n'a pu l'en dissuader, et il a maintenant disparu. Comme son espoir d'amour et de romance avec lui, peut-être. En tout cas, les chemins d'Éomer et d'Aragorn sont désormais séparés, et le capitaine du Rohan réalise qu'ils devront bel et bien chevaucher sans lui. L'espoir du Rohan s'amenuise. Ils se rendent au pavillon du roi, où Merry se rend compte que tout avait été préparé, même une petite tente pour lui, dressée à côté de celle du roi. Il s'assied et observe un instant les allées et venues des gens allant se concerter avec le roi. Dans l'obscurité, il pouvait encore voir les vastes ombres du Duimorberg. « Les chemins des morts ?
Que signifie tout cela ? Ils m'ont tous abandonné à présent. Ils sont tous partis vers quelque destin. Gandalf et Pipin pour la guerre de l'Est, Sam et Frodon pour le Mordor, et Grandpa avec Legolas et Gimli pour le chemin des morts. Mais mon tour viendra assez vite, je suppose. Je me demande de quoi ils parlent tous et ce que le roi entend faire, car je dois aller où il ira maintenant. Sur ces mots, il se rappelle soudain qu'il est victime d'une grande faim. Et à ce moment, une trompette sonne, et on l'invite à venir manger, et en tant qu'écuyer du roi, à prendre son service à ses côtés à table. J'ai l'impression que c'est moi le vendredi soir quand tous mes amis sont en train de faire la fête à différents endroits. Il y en a un qui est parti dans le bar dans le centre, et l'autre il est parti au parc Saint-Gilles. Nous vous invitons à venir boire une pinte. Moi je suis bloqué là, mais où je vais aller ? Moi, ce que j'imagine surtout, c'est Merry quand on dit qu'on lui a mis une petite tente à sa taille. Je me rappelle d'Alexandre quand on était au Festival de Dour il y a quelques années. Où on avait tous des tentes plus ou moins rudimentaires, mais alors lui, il avait une tente. On l'appelait pas la tente, on l'appelait le cercueil. Alexandre Alexandre, notre ami libanais. C'était son premier festival où il venait en camping, et sa tente, lui, c'était pas une tente, c'était un cercueil. En fait, tu pouvais juste te glisser dedans. Ah oui, et t'avais pas de place pour bouger. Tu vois, c'est limite plus une tente de plage en fait. Une tente d'une place. Et quand il l'a déballé et qu'il l'a installé, on a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans pendant une Pipa, semaine ? une tente à sa taille, tu vois, exactement la même tente du roi, mais juste en miniature, tu vois. C'est ça que je l'imagine, tu vois, assis à l'entrée de sa tente comme ça, les jambes croisées, en train de manger sa petite pâtée. Quelle horreur. Et ça va, il a survécu Il faisait quand même 30-35 degrés. Ouais, il a survécu, mais on va dire qu'il y a des soirs qui étaient plus rudes que d'autres. Tu m'étonnes. On en a bien ri. Merry. Dans le fond de la grande tente étaient accrochées de grandes tentures brodées. C'est là qu'est assis le roi, Éomer et Éowyn, ainsi que Duner, seigneur de Harrowdale. Merry se tient debout à côté d'un tabouret, jusqu'à ce que le roi se tourne vers lui avec un sourire. « Allons, maître Meriadoc, ne restez pas debout. Vous allez vous asseoir à côté de moi, et vous m'allégerez le cœur en me contant des histoires. » Mais plutôt que les histoires, c'est un silence qui s'abat dans le pavillon, jusqu'à ce que Merry rassemble son courage et ose poser la question qui le tourmente. « Par 2 fois maintenant, Seigneur, j'ai entendu parler des chemins des morts. Que sont-ils ? Mais où est Grandpa ? Enfin, je veux dire, le Seigneur Aragorn. Où est-il allé ?» Le roi soupire un grand coup, mais c'est Éomer qui prend la parole. « Nous n'en savons rien, et nous avons le cœur lourd. Mais pour ce qui est des chemins des morts, vous en avez vous-même passé les premières marches. Mais aucun homme ne sait ce qui s'étend au-delà. » Théoden reprend. « S'il faut en croire ces vieux contes transmis de père en fils dans la maison des Orles, la porte sous le Duimorberg mène à un chemin secret, qui va sous la montagne vers une fin oubliée. Mais personne ne s'y est jamais aventuré pour déchiffrer le secret, depuis que Baldor, fils de Bregon, passa la porte et ne fut jamais revu parmi les hommes. Il avait prononcé un vœu inconsidéré, alors qu'il vidait la corne au festin que Bregon avait donné pour consacrer la ville de Méduseld nouvellement construite. Et il ne monta jamais sur le haut siège dont il était l'héritier. On dit que les morts des années sombres gardent la route et ne permettent à aucun vivant d'accéder à leur salle cachée. Mais on peut les voir parfois eux-mêmes franchir la porte, comme des ombres, et descendre la route des pierres. Les habitants de Harrowdale assujettissent alors leurs portes et voilent leurs fenêtres, et ils tremblent de peur. Mais les morts sortent rarement, et seulement en de temps de grandes inquiétudes et de morts prochaines. Et c'est donc ce fameux roi dont nous parlions dans l'épisode précédent, et dont le cadavre, il s'agit très probablement de lui, que Aragorn a foulé. Ouais. Donc un espèce de serment fou de vouloir en déceler les secrets qui l'amena à une mort certaine. Dans une nuit d'ivresse. C'est pas rare que les rois des royaumes partent seuls, fassent des serments fous comme Eärnur. Je parle évidemment d'Eärnur, c'est le dernier roi du Gondor qui est mort, qui est parti à Minas défié par le roi sorcier en fait, pour un pari quoi. Ils sont un peu fiers ces rois. Mais d'ailleurs, une grosse partie des chutes des empires c'est vrai. de cet univers est basée autour de la fierté mal placée de certains rois. Ne lancerait-il pas aussi de nos dirigeants dans notre monde ? Il n'y a qu'un pas à faire que je ne franchirai pas, tout comme celui de passer le seuil de la porte des morts, voilà. On peut partir dans un podcast politico-philosophique, mais
Non, mais C'est déjà le cas. il me semble que Aragorn, en fait, au chapitre précédent, vous irez réécouter, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez en être sûr, mais Même 2-3 fois. Hein. je ne sais pas si tu l'avais mis dans tes résumés, mais il me semble qu'il fait en fait, il sait que c'est le roi qu'il découvre là, parce qu'il fait une référence aux fleurs de... vous savez, les fleurs qui poussent sur les tombes des rois. Les Ouais, Simbelmune. bien sûr. Il fait Mais une référence à ces fleurs-là en voyant le cadavre. Hmm. Donc je pense qu'il Oui, identifie- j'ai gardé la référence. Et j'avais dit que j'avais retiré par erreur cette partie où on parlait de ça, mais on en avait reparlé entre nous, Hmm. parce qu'on avait déjà parlé de ce fameux Oui. cadavre. Donc Donc- voilà, là on a le fameux passage qui explique bien. Ouais, le perspicace Aragorn, en fait... Bah, il c'est connaît très bien. son histoire. Ouais, Et Il a quand même été éduqué chez Elrond. il y a quand même 87 piges, le gaillard aussi. Hein. c'est vrai. Il a bien fait ses classes d'histoire chez les elfes. Il était bien motivé par la petite élève du dernier rang. C'est elle qui lui donnait des cours de rattrapage, des cours privés le soir. La jolie Arwen. Elle était plus très haut élève hein, depuis quelques, Ouais, c'est vrai qu'elle est... quelques millénaires. Hein. c'est Macron. Bah, Macron n'a qu'à bien se tenir, j'allais dire. Et voilà, le glissement vers le politique a été enfin entamé. Bon, c'est pas très philosophique comme politique pour le coup. C'est plutôt vulgaire politique. Mais bon. Merry se demande alors pourquoi Aragorn est parti par là, à juste titre. Hein. Il m'a paru grandement changé depuis la dernière fois que je l'ai vu dans la maison du roi, dit Éowyn. Il était plus sévère, plus vieux, sur le point de mourir, m'a-t-il paru, comme un de ceux que les morts appellent. Peut-être a-t-il été appelé, dit Théoden, et mon cœur me dit que je ne le reverrai pas. C'est pourtant un homme royal, de haute destinée, et trouve un réconfort en ceci, ma fille, puisque tu parais avoir besoin de réconfort dans ton affliction pour cet hôte. Il est dit que lorsque les Erlingas descendirent du nord et finirent par franchir le Snowbone, à la recherche de places fortes de refuge en temps de nécessité, Bregon et son fils Baldor gravirent l'escalier du refuge et arrivèrent ainsi à la porte. Sur le seuil était assis un vieillard, d'un âge indéterminable. Il avait été grand et majestueux, mais il était alors desséché, comme une vieille pierre. En fait, ils le prirent pour une pierre, car il ne bougeait pas. Et il ne dit mot jusqu'au moment où ils voulurent le dépasser et entrer. En fait, c'était une pierre. C'était une pierre, voilà. Ils ont l'air un peu teubés, hein, quand même, les mecs du rang, après le chevauché. Je sais pas s'ils étaient encore dans On dirait l'ivresse un homme. d'avant. Non, c'est une pierre. Non, c'est un homme. Prends un bâton, prends un bâton. Pousse, pousse. Move. Alors une voix sortit de lui, que l'on eût dit venue de la terre, et, à leur stupéfaction, elle parlait dans la langue de l'Ouest. « La voie est fermée !» Ils s'arrêtèrent alors et l'examinent. Ils virent qu'il était toujours vivant, mais ils ne les regardaient pas. « La voie est fermée !» reprit la voix. « Elle fut faite par ceux qui sont morts, et les morts la gardent jusqu'au moment venu. La voie est fermée. » « Et quand sera ce moment ?» demanda Baldor. Mais il ne reçut jamais de réponse, car le vieillard mourut dans l'heure et tomba face contre terre. Et les autres n'eurent jamais plus aucune nouvelle des anciens habitants de ces montagnes. Peut-être, cependant, le temps annoncé est-il venu, et Aragorn peut-il passer ? Bien vu. Et Homer s'inquiète alors des agissements d'Aragorn. Pourquoi aller chercher la misère sous la terre alors qu'au dehors il y a la guerre ? Sur ce, ils sont interrompus. À l'entrée de la tente se trouve un messager du Gondor. Un homme de grande taille rentre et Merry doit retenir un cri, tant il croit reconnaître Boromir, grand et fier, avec de grands yeux gris. « Seigneur des Grohirrim, ami du Gondor, je suis Irgon, messager de Denethor, qui vous apporte ce signe de guerre. Le Gondor est dans un grand besoin. Les Rohirrim nous ont souvent aidés. Mais à présent, le seigneur Denethor demande toute votre force et votre célérité de craindre que le Gondor tombe enfin. » Il tend alors une flèche rouge au roi Théoden. « La flèche rouge, dit Théoden. Il la tient dans ses mains tremblantes. La flèche rouge n'a plus été vue dans la marche depuis toutes mes années. Les choses en sont-elles donc arrivées là ? Et qu'est-ce que le seigneur Denethor estime que doivent être toute ma force et toute ma célérité ? Vous le savez mieux que personne, seigneur, dit Irgon. Mais il se pourrait bien qu'avant peu, Minas Tirith soit encerclée. Et à moins que vous n'ayez une force suffisante pour briser un siège de plusieurs armées, le seigneur Denethor me charge de dire qu'il juge que les puissantes armes des Rohirrim seraient mieux à l'intérieur de ces murs qu'au dehors. Mais il sait que nous sommes un peuple qui se bat plutôt à cheval et en terrain découvert, et aussi que nous sommes dispersés et qu'il faut un certain temps pour assembler nos cavaliers. N'est-il pas exact, Irgon, que le seigneur de Minas Tirith en sait plus long que ce qu'il indique dans son message ? Car nous sommes déjà en guerre, comme vous pouvez le voir. Je ne saurais dire ce que le seigneur Denethor peut connaître de toutes ces choses, répondit Irgon. Mais notre cas est vraiment désespéré. Mon seigneur ne vous envoie aucun ordre,
Il vous demande seulement de vous souvenir de la vieille amitié et des serments depuis longtemps prononcés, et pour votre propre bien, de faire tout ce qui est en votre pouvoir. Nous apprenons que de nombreux rois sont venus de l'Est au service de Mordor. Du Nord, au champ de Dagorlad, il y a des escarmouches et des rumeurs de guerre. Dans le Sud, les Haradrim bougent, et la peur s'appesantit sur toute notre côte, de sorte que peu d'aide nous viendra de là. Hâtez-vous, car c'est sous les murs de Minas Tirith que se décidera le destin de notre temps. Et si la marée n'est pas contenue là, elle submergera tous les beaux champs de Rohan, et même dans ce refuge parmi les collines, il n'y aura nul abri. Sombre nouvelle, dit Théoden, mais non pas toute indevinée. Dites toutefois à Denethor que nous viendrions à son aide, même si le Rohan n'était pas en danger. Mais nous avons essuyé beaucoup de pertes au cours de nos combats contre les traîtres de Saruman, et nous devons encore penser à nos frontières du Nord et de l'Est, comme les nouvelles de lui le rendent clair. Une puissance telle que celle dont le Seigneur ténébreux paraît maintenant disposé pourrait bien nous contenir dans une bataille avant la ville, sans qu'il soit empêché de frapper avec une grande force au-delà de la rivière après la porte des rois. Mais ne parlons plus des conseils que dicterait la prudence. Nous viendrons. La prise d'armes était fixée à demain. Quand tout sera ordonné, nous partirons. J'aurais dû déverser 10 000 lances dans les plaines au désarroi de vos ennemis. Ce sera moins à présent, et je le crains, car je ne laisserai pas toutes mes places fortes sans défense. Toutefois, 6 000 cavaliers me suivront. Car dites à Denethor qu'en ces heures, le roi de la Marche descendra en personne au pays de Gondor, encore qu'il puisse bien n'en pas revenir. Mais c'est une longue route, et hommes et bêtes doivent atteindre le but avec assez de force pour le combat. Il faudra peut-être 1 semaine à compter de demain pour que vous entendiez venir du nord les cris des fils d'Éorl. 1 semaine, dit Irgon. S'il le faut. Mais dans 7 jours d'ici, vous ne trouverez sans doute que des murs en ruine, à moins d'une autre aide inattendue. Quoi qu'il en soit, vous pourriez au moins déranger les orques et les hommes basanés de leur festoiement à la tour blanche. Nous ferons au moins cela, dit Théoden. Mais je rentre juste moi-même du combat d'un long trajet, et je vais maintenant aller me reposer. Demeurez ici cette nuit. Vous verrez ainsi le rassemblement du Rohan, et vous repartirez plus heureux de cette vision, et plus rapidement quant au reste. Les décisions sont meilleures le matin, et la nuit change maintes pensées. Sur ce, le roi invite tout le monde à aller prendre du repos, et souhaite bonne nuit à Merry. Je ne me laisserai pas abandonner là pour être convoqué au retour, dit Merry. Je ne me laisserai pas abandonner, non. Et en se répétant sans cesse ces mots, il finit par s'endormir sous sa tente. Je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit juste avant. C'est intéressant de se dire que Théoden, finalement, il a pas mal d'hommes, quoi. En tout cas, il a pas mal de force. En tout cas, bien plus que Minas Tirith. Alors qu'on a cette vision de Minas Tirith plus puissante, plus grande, plus imposante, avec des armées sur toutes les murailles. Mais en fait, Théoden en a vraiment beaucoup plus, parce que je pense qu'ils sont, 3000 à Minas Tirith pendant la bataille. Oui, et puis on dit... Non, 3000 hommes sont venus des autres royaumes de Gondor. Des cités adjacentes, à savoir les forces du prince de Dolamroth, celles de Forgon. Donc il y a beaucoup plus d'hommes que ça à Minas Tirith. Non, mais... j'ai les chiffres exacts, désolé de vous contredire. Ah, en fait, moi je suis persuadé qu'on dit littéralement que des autres royaumes sont venus 3000 hommes. J'ai les chiffres ici de l'Atlas de la Terre du Milieu. Nous. Par contre, comme il était dit dans le dernier chapitre, on sait aussi que Minas Tirith en fait, est déjà en décrépitude depuis un petit temps. Et que du coup, en effet, les armées du Gondor s'amenuisent fortement. Eh bien, en fait, il y aura à la bataille des Champs de Pelennor en tout, donc avec le Rohan, 11 250 hommes. Donc on enlève les 6 000 hommes du Rohan qui sont comptés dedans. Donc ça fait 5 000 hommes. Ça fait 5 000 hommes. À peine 2 000 hommes en fait, qui étaient déjà présents au Gondor. Ouais. Sûrement parce qu'aussi des fêtes d'Osgiliath et de Faramir, etc. Enfin, tu rajoutes à ça 2 hobbits. Je ne vais pas spoiler tout de suite. Tu rajoutes 2 hobbits et une femme aussi. Qui en valent quelques... Effectivement, il y aura... plusieurs centaines d'hommes. Il y avait 2000 soldats de Minas Tirith. Imraïl ramène 1200 personnes. Qui ça ?
Imraïl, le Prince de prince Namrod. de Namrod. De Namrod, ouais. Et puis il y a des groupes de 300, de 100, de 50, de 150, de 500, de 300 et de 200. Il y a des qui sont emmenés pêcheurs, par des montagnards différents- ouais, qui là, viennent qui des font- environs. voilà. Qui font- Et du coup, oui, c'est vrai que le Rohan, en final, sort aussi d'une guerre assez et de combats assez intenses. Hein. On a même le fils du roi qui est décédé, etc. Mais à mon avis, étant un grand peuple étalé sur quand même un grand territoire, Ouais. tous capables de chevaucher, etc. Et donc peut-être beaucoup capables d'entrer dans la cavalerie. Mais on se retrouve quand même avec beaucoup d'hommes. Et je crois qu'ils ont été beaucoup moins assaillis en fait que le Gondor l'a été pendant ces dernières années. C'est vrai. Et je trouve que c'est relativement bien représenté en fait dans le film finalement. Parce que tout simplement la charge des Rohirrim, on voit clairement qu'il y a 10 000 hommes, enfin 6 000 pour le coup. Ouais, mais tu sais, c'est simplement la vision quand tu vois de Méduseld et que tu vois ce Ça palais. paraît tout petit. Ça paraît tout petit, ouais, t'as l'impression qu'il n'y a personne. Alors que quand tu arrives au Gondor, tu vois Minas Tirith, c'est gigantesque, tu te dis que c'est d'office eux les plus Ouais. gros. Ouais, Alors qu'en fait, non. Finalement, s'il y avait une guerre entre le Rohan et le Gondor, c'est probablement que le Rohan gagnerait. ouais. Bah, ça Ah, dépend comment se déroule le conflit aussi. Et là, tout l'intérêt des Rohirrim, c'est d'être des cavaliers oui, aguerris. c'est vrai. Et que eux, Ils pourraient sur pas pénétrer le champ de Pelennor, peuvent faire bien plus de dommages que les archers du Gondor depuis leur petite muraille. Ouais, ils ne pourraient pas pénétrer finalement Et ils ne pourraient pas pénétrer les défenses murs. du Minas C'est Tirith, ça. c'est sûr. Mais ils sont d'une aide Mais ouais. capitale pour protéger le Gondor. C'est en effet drôle d'image en fait de réaliser ça, que le Gondor est bien plus en décrépitude que Ouais. le Rohan, enfin que le Rohan ne l'est pas tant que ça au final. Et leurs peuples sont dispersés, hein. Ceux qui sont du côté de Pélargir, ils savent pas venir donner un coup de main, ils sont Ouais. déjà assaillis totalement. Parce qu'il y a Mais des parce que- factions de ce côté-là aussi, qu'Aragorn, Legolas et Gimli Parce que vont dis-toi, croiser. 2000 hommes de soldats de Minas Tirith, il n'y a que 2000 soldats. C'est quoi c'est dans une salle, ça représente quoi? Par exemple, la Forêt Nationale, cette grande salle de concert, il y a combien de personnes C'est quand beaucoup c'est plus que rempli? ça. Hein. Oh, c'est beaucoup moins que ça. Oui, Forêt Nationale a une bien plus grande capacité. Ça, c'est notre salle. Oui, désolé pour tous nos Ouais. auditeurs français. C'est parfois On on a a fait des, la traduction. on a des avec, références Le pour, Zénith, pour le ce genre de Zénith, c'est choses. combien Je crois que Forêt Nationale, si c'est rempli, c'est plus de 2000. Est-ce que c'est 4000, 6000, 8000, un truc comme ça? Ouais, En ça tout doit cas, être- c'est Bah, non, vraiment voilà, rien tu du sais tout, quoi 2000 places, c'est l'ancienne Belgique remplie. Ça C'est vraiment la représente fosse du- vraiment pas C'est Et vraiment la debout fosse. et assis, hein. Donc c'est toute Ouais. l'ancienne Belgique remplie. Donc c'est très petit. C'est hein, la de fosse peu. d'une C'est petite rien. salle, d'une salle de concert de moyenne taille, quoi, je dirais. Ouais, ouais. Enfin, pas de petite, ouais, de moyenne taille, quoi. Donc C'est c'est très, vraiment très que dalle, peu. quoi. C'est L'ancienne Belgique, c'est notre zénith à nous. Bon, vous allez peut-être pas être C'est d'accord, plus ou moins parisien, notre- mais avec un meilleur son. Une des C'est meilleures plus ou salles moins d'Europe pour ça. notre audience fixe au final. Donc tous ceux qui nous écoutez là, avec tous ceux qui Vous nous êtes notre armée de écoutez, Minas Tirith. chaque semaine, dites-vous qu'on devrait défendre ensemble Minas Tirith. Ouais, c'est ça. Enfin, C'est vrai, franchement, ça. C'est C'est vrai quand c'est ils disent ça. vraiment. Parce qu'il est amusant aussi Perturbant. de se dire, et qu'on n'a peut-être pas vraiment mis le doigt dessus il y a 2 semaines quand on arrivait à Minas Tirith. Donc pour rappel, la cité était en cours d'évacuation quand Gandalf et Pippin arrivaient. À savoir les enfants, les femmes et tous les hommes qui ne pouvaient pas se battre, les vieillards aussi, étaient évacués. Donc en fait, on n'avait pas vraiment fait attention à ça, mais c'est de se dire que la ville devait être incroyablement calme, Ouais. vu qu'il y avait presque plus que des soldats, et les guérisseurs et des guérisseuses aussi qui étaient encore présents. Mais ça devait être incroyablement vide, Ouais, c'est vrai. et du coup, tout... Ouais, il y avait juste que quelques enfants, C'est ça. comme il était dit. Et que c'était la fin, c'était le moment où les derniers étaient en train de partir, et tout ne tournait du coup plus qu'autour de l'armée présente sur place, Mais ça des paraît- offices de l'armée. Ça paraît si gigantesque comme cité, tu te dis qu'il y a que 2000 hommes qui doivent tenir ces murailles. C'est. Bah, les niveaux supérieurs sont délaissés, hein. Ça c'est plus la guerre de Denethor, mais Ouais. la plupart sont vers les niveaux inférieurs. Je vais revenir avec ce que j'ai déjà dit pas mal de fois, mais c'est clair qu'on est malheureusement dans une période de l'histoire qui Ouais, part de ouais. la décrépitude et Mhm. de la chute, entre guillemets. Enfin, heureusement, là, ici, on le sait sans spoiler. Enfin, c'est un spoil, mais on le sait que ce royaume ne va pas chuter non plus. On va même avoir le roi qui revient, etc. Mais on n'aura plus jamais la même magnificence après ça. Mais on est quand même dans un moment, ben voilà, c'est comme il l'a dit, les maisons avec ces belles armoiries, peut-être de familles gondoriennes au sang, numénorien, etc., sont vides en fait actuellement. Ouais, c'est ça. quoi. Il y a de nombreuses factions qui se trouvent aussi en bordure du Gondor et des champs de Pelennor. Il y a ceux qui sont du côté de Osgiliath qui sont en train d'essayer de tenir cette zone-là. Et puis on a les rôdeurs qu'on avait vus avec Faramir, il y en a plein d'autres. Il y en a qui sont du côté de Pélargir aussi. Ouais, Donc ouais, c'est assez dispersé au final. bien sûr, Même si évidemment. ça fait peut-être pas des milliers d'hommes en plus, il y a des forces qui sont Ouais. absentes de la ville. Oui, c'est sûr. Mais oui, même,
Ça reste très peu. Et d'ailleurs, dans les films, on donne plus cette impression, je trouve, de ce Gondor. Encore avec beaucoup d'hommes, je trouve, Ouais, quand on a on a cette l'impression. scène de ce flashback de Faramir et Boromir Ouais, on voit des qui armées. reprennent Osgiliath. Mais même quand tu vois les plans de Minas Tirith durant la bataille, où tu vois toutes les murailles sont remplies d'hommes, il y a des grosses catapultes et tout, t'as l'impression ils sont vraiment un gros nombre, mais en fait non, ils sont rien, ils sont l'ancienne Belgique quoi. C'est terrible en fait. Ouais. C'est bizarre de se dire ça. Mais pour répondre à la question qui à mon avis taraude pas mal de gens, les forces ennemies, on les estime à 45 000 hommes. Alors Voilà. que dans le film, c'est plutôt 75 000. Voilà, bon, 45 000, c'est pas non plus... Bah, c'est du monde, mais c'est... Bah, on est plus à du 1 contre 4 que du 1 contre 10, Ouais, ce c'est qui change pas mal, ou 8, ce qui change pas mal la donne. Ouais. Tout comme dans la bataille du gouffre de Helm, qui est beaucoup moins déséquilibrée dans le livre que dans le film, Ouais. où là ils sont 10 000 face à 500 hommes, avec les elfes en plus, Oui, c'est ça. ce qui est démesuré. Mais ce qui pose la question, en fait, de se dire est-ce que c'est une véritable bonne idée d'envoyer 6 000 hommes au lieu de 10 000 ? Parce que ça pourrait... Enfin, tu pourrais juste cramer toutes tes troupes et puis avoir plus que 4 000 pour te rebattre contre 30 000. Mais bon. Ouais, mais bon, je comprends sa logique de ne pas vouloir... Oui, non, clairement. Puis de laisser protéger tout à ses terres, il l'abandon. vient d'être attaqué par Saruman. Il y a encore certainement d'autres orques qui traînent et qui Oui, c'est n'attendent ça. peut-être que ça pour venir s'emparer du Rohan et détruire son peuple, ses récoltes. Ouais, Faut qu'il non, soit ça, prêt à clairement. d'éventuelles diversions. Ouais. Parce qu'on va le voir, il y a des troupes qui rôdent encore. Puis là, en fait, je l'ai encore vu par rapport aux dates dans l'Atlas de la Terre du Milieu, d'ailleurs, que je vous conseille une énième fois, mais c'est vraiment incroyable cette atlas. On voit tous les déplacements des armées et tout pendant cette période-là. Mhm. Et en fait, à ce moment-là, au même moment, il y a vraiment les armées qui sont en train d'arriver en Lorienne et à la Forêt Noire, à Dol Guldur, etc. Donc en fait, il y a vraiment des armées qui arrivent par le nord, par le sud, par partout. Donc tous les recoins de la Terre du Milieu sont attaqués. Donc je trouve ça logique qu'ils c'est ne là laissent pas qu'on- le Rohan vide. Mais c'est là qu'on voit aussi la différence de conception du conflit entre Sauron et un lieutenant comme Théoden, Ouais. où Théoden va être un peu plus mesuré et va peut-être avec un grand risque garder des forces en réserve pour protéger son peuple et en même temps en prévision de peut-être ce qui pourra arriver par la suite, alors que Sauron, lui, parce qu'il a peur Et il envoie et tout. qu'il pense que l'anneau a été trouvé, est en possession d'un hobbit, d'Aragorn, peut-être de Saruman, ou qu'il arrive vers le Gondor, lui va tout envoyer au même moment, en précipitation du coup, parce que c'était prévu mais pas aussi vite. Et c'est ce qui va causer sa perte. D'ailleurs, tu parlais du mot, tu as utilisé le mot diversion il y a une minute. Ouais. Et ben, c'est exactement l'erreur que Théoden ne va pas commettre. C'est ce que Sauron va faire comme erreur, à savoir tout sortir, vider ses terres C'est complètement vrai. du Mordor, ce qui va permettre à 2 petits hobbits de venir glisser l'anneau dans la montagne du destin. Et oui. En tout cas, nous reprenons donc à ce moment où Merry donc s'endort avec toutes ces idées que nous venons d'évoquer peut-être en tête, en train de se dire qu'est-ce qui va se passer, mais avec une conviction, c'est qu'il ne veut pas rester en arrière. Mais il est réveillé par un homme qui le secoue, et sortant enfin de ses rêves profonds, il se relève en sursaut et remarque qu'il fait encore noir. « Le soleil ne se lèvera pas aujourd'hui, dit le soldat, ni jamais plus, pourrait-on penser sous ce nuage. Mais le temps ne s'arrête pas, même si le soleil est perdu. Dépêchez-vous. » Merry sort. Et en effet, le monde est obscur. L'air même paraît brun, et tout alentour est noir, gris et sans ombre. Une grande immobilité règne. On ne voit aucune forme de nuage, cependant, si ce n'est très loin à l'ouest. Au-dessus de lui s'étend un lourd plafond sombre et sans relief, et la lumière semble plutôt diminuer que croître. Donc voilà, ça c'est effectivement... on va le voir, ils vont le dire, hein, mais c'est voilà les nuages, la nuée qu'envoie Sauron pour permettre à ses troupes d'avancer, puisqu'on le sait que les orques n'aiment pas la lumière du soleil. Ils peuvent sortir au soleil, ils vont pas brûler comme des vampires, néanmoins ils vont pas être très à l'aise. Et donc pour permettre à ses troupes de développer facilement, eh bien ils recouvrent le ciel. Merry voit de nombreux hommes observant et murmurant, leurs visages gris et tristes, certains reflétant la peur. On peut s'imaginer l'angoisse que ça doit être de voir ce ciel qui s'assombrit. Enfin, vraiment, c'est un signe un peu apocalyptique pour le coup. Et puis comme le disait Pipin, être dans l'attente d'une bataille à laquelle on ne peut échapper, quelle Donc, angoisse. ouais, c'est vrai. Mais là, tu vois vraiment quelque chose que tu ne comprends pas arriver. C'est vraiment très flippant. Merry se dirige vers le pavillon du roi et découvre Irgon, le cavalier du Gondor, à côté d'un autre homme vêtu du même vêtement, mais de stature plus courte et plus large. Ce dernier parle au roi.
« Cela vient du Mordor, Seigneur. Cela a commencé hier soir au crépuscule. À présent, le grand nuage s'étend sur tout le pays d'ici au mont de l'ombre, et il s'épaissit. La guerre a déjà commencé. »« On y arrive donc en fin de compte, » répond le roi. « La grande bataille de notre temps, dans laquelle bien des choses disparaîtront. Mais au moins, n'y a-t-il plus besoin de se cacher. Nous irons tout droit par la route découverte, et le plus vite que nous pourrons. Le rassemblement commencera immédiatement, sans attendre les retardataires. Avez-vous de bons approvisionnements à Minas Tirith ? Car si nous devons partir maintenant en toute hâte, nous ne pourrons nous encombrer, et nous devrons nous charger que de vivres et de l'eau nécessaire pour aller jusqu'à la bataille. » Irgon répond par l'affirmative et invite le roi à chevaucher le plus vite possible. Théoden donne l'ordre de rassembler les cavaliers et Éomer sort pour s'en charger. Bientôt, les trompettes sonnent dans le refuge et de nombreux autres répondent d'en bas. Mais leur voix ne résonne plus avec la même clarté et la même magnificence qu'il avait paru à Merry la veille au soir. Elles paraissent sourdes et discordantes dans l'air lourd, et leur retentissement est sinistre. Le roi se tourne alors vers Merry. « Maître Mériadoc, je vais prendre la route dans un petit moment. Je vous libère de mon service, mais non de mon amitié. Vous demeurerez ici, et si vous le désirez, vous servirez la dame Éowyn qui gouvernera à ma place. » Merry en est dévasté. Il balbutie. Il ne veut pas être séparé du roi. Tous ses amis sont partis au combat. Il aurait honte de rester derrière. Mais le roi est formel. Les chevaux sont trop grands pour Merry. Il ne peut les monter. Merry insiste, qu'on l'attache sur le dos d'une bête. Théoden sourit. Il assure Merry qu'il pourra chevaucher à ses côtés sur son petit cheval jusqu'à Edoras. Après, il devra le laisser. À ce moment, Éowyn se lève. « Venez donc, Mériadoc, je vais vous montrer l'équipement que j'ai préparé pour vous. » Ils sortent alors ensemble et elle continue. « Aragorn ne m'a présenté qu'une requête, tandis qu'il passait parmi les tentes. C'est que vous soyez armés pour la bataille. Je la lui ai accordée comme je le pouvais, car mon cœur me dit que vous aurez besoin de pareil équipement avant la fin. » Elle mène Merry à une baraque au milieu du logement des gardes du roi. Là, un armurier lui apporte un petit casque, un bouclier rond et d'autres pièces d'équipement. Malheureusement, il n'a pas de cotte de maille à la taille de Merry, mais il lui donne un juste au corps de solide cuir, ainsi qu'une ceinture et un poignard. Pour l'épée, il en a déjà une. « Prenez toutes ces choses, dit Éowyn, et menez-les à une heureuse fortune. Adieu maintenant, maître Merry. Mais nous nous retrouverons peut-être un jour, vous et moi. » Snip, snip, clin d'œil, clin d'œil. C'est ainsi que, dans une obscurité croissante, le roi de la Marche s'apprête à mener tous ses cavaliers sur la route de l'Est. Les cœurs sont lourds, et la peur est présente, mais c'est un peuple dur, fidèle à son Seigneur, et peu de pleurs ou de murmures se font entendre. La ruine plane sur eux, mais ils l'affrontent en silence. 2 heures passent. Le roi est à présent monté sur son cheval blanc, luisant dans le demi-jour. Il a une apparence fière et majestueuse, bien que la chevelure qui s'échappe de sous son casque soit de neige. Là, sur le large terrain plat, au bord de la bruyante rivière, sont rangés en nombreuses compagnies plus de 5000 cavaliers en armement complet, et des centaines d'autres hommes avec des chevaux de rechange légèrement chargés. Une unique trompette sonne, le roi lève la main, et en silence, l'armée de la Marche se met en mouvement. En tête viennent 12 hommes de la maison du roi, cavaliers de renom, puis le roi suit, avec Éomer à sa droite. Le souvenir de ses adieux à Éowyn est encore pénible dans sa tête. Derrière se trouve Merry, sur son petit cheval en compagnie des messagers du Gondor. Il passe le long des rangs des hommes qui attendent, le visage dur et impassible. Et quand ils sont bientôt arrivés à la fin de la rangée, un homme jette un regard rapide et perçant sur le hobbit. Merry le regarde et remarque que cet homme est plus jeune et de taille et de corpulence moindre que la plupart. Il saisit alors la lueur des yeux gris de ce garçon et il frissonne, car il lui apparaît soudain que c'est là le visage de quelqu'un qui, sans espoir, va au-devant de la mort. De quel garçon s'agit-il ? Oui, alors on va se rendre compte que c'est un garçon plutôt important, ou garçon important, mais... On insiste vraiment sur le nom garçon. Voilà, mais à ce moment-là, on ne le sait pas, Non, et bien je sûr. trouve cette description terrible, parce que quand je l'ai relu, je me souvenais même plus que c'était ce garçon, mais ça m'a fait quelque chose de lire ça. C'est tellement tragique de voir
Ce personnage. Ces descriptions du non-espoir, de la résilience qu'ils ont, de juste se dire, en fait, on va au-devant de la mort. Pour beaucoup, je pense. Je pense que la plupart, en fait, s'imaginent comme le roi également. Sauf que ce personnage-là, c'est pour d'autres raisons en plus. Oui, je sais. Mais je pense que ça traduit... Parce que moi, j'y ai pensé plusieurs fois pendant tout ce passage. Déjà, le roi qui le dit, s'il le dit, machin. Ouais. Et que, en fait, si tu retires l'armée des morts, qui est une inconnue complète pour la plupart des gens, il n'y a aucun espoir. Clairement, cette bataille, elle n'est pas gagnable. Non. Et même s'il gagne... il se retrouve à 2500 et il y a encore c'est pour mourir juste encore après 20 000 hommes ou 30 000 hommes, je sais pas combien ils sont encore là-bas. C'est un baroud d'honneur. Clairement, c'est le baroud d'honneur et c'est la fin. Et en fait, mets-toi dans cette image, dans cette sensation-là. Parce que je me dis, tu vois, le gars le roi le seigneur de la ville, de l'autre ville de Malroth, merci. Il envoie 1200 hommes à côté de 200 pêcheurs, tu vois. Je me dis, c'est clairement aussi des gens qui viennent de 1500 km plus loin. On leur dit clairement, écoutez, la guerre elle est loin, mais on va devoir aller mourir pour notre Seigneur que vous n'avez jamais rencontré de votre vie. Parce qu'en fait, si eux ils tombent, nous on tombe aussi. Et il y a vraiment ce côté de désespoir de dire, ok, en fait il faut tous y aller. Avec ce ciel qui devient noir, vision apocalyptique comme tu le disais. Donc je crois qu'il y a vraiment un sentiment de... Terrible. Si c'est pas maintenant aussi, ce sera après. C'est ça qu'ils doivent se dire. Soit ils le font maintenant et ils ont peut-être une chance, non pas de gagner sur Sauron, mais de mourir en essayant de repousser au maximum et en permettant aux civils de tenir un peu plus longtemps et peut-être de fuir. Soit ils attendent, ils font comme si de rien n'était et ils seront les prochains de toute façon. Mais cette image, moi je trouve, cette description à ce moment-là du chapitre est particulièrement, je trouve, prenante dans le livre. C'est vraiment, on voit... c'est Merry, on le voit à travers les yeux de Merry, mais dans ce silence matinal avec tous ces hommes qui apprêtent leurs chevaux, les chevaux de rechange d'ailleurs, c'est vrai qu'on oublie, puisqu'il faut, au cas où il y a des chevaux qui meurent, il faut pouvoir en avoir de nouveaux. Tout le monde qui s'apprête comme ça dans un silence, une sorte d'acceptation de la situation, quelques pleurs au loin, à mon avis, tu vois, les bruits des pas dans l'herbe fraîche, le bruit du museau des chevaux qui respirent. Tout paraît si calme. Et le roi qui lève la main sans rien dire et tout le monde qui se met en charge, qui se met à avancer doucement. Je sais pas, je la vois cette image, je la sens et c'est elle a une odeur en terrible. Plus d'automne et de brume du matin. Oui, c'est ça. Mais tu peux imaginer très, très facilement, moi ça m'évoque les images que j'en ai de films. Par exemple, au tout début du film de Spielberg, Il faut sauver Soda Ryan, lorsqu'ils sont dans ces petites barques avant d'arriver sur la plage, où c'est sans le remous des vagues, c'est très calme, ils ne parlent pas, il n'y a aucun bruit, tu entends juste des gémissements, certains hommes qui prient à voix basse, certains qui vomissent, mais il n'y a quasiment aucun bruit jusqu'au moment où la mitraille s'active sur eux, où là c'est le chaos. Et pareil que ce qu'on peut imaginer qu'a dû on dû voir certains dans les tranchées. Oui, tout à fait. Mais là, le matin, avant que l'assaut soit donné à chaque fois et qu'ils doivent sortir de leurs tranchées, ça devait être excessivement calme, où les hommes devaient être résignés et juste se dire c'est quand la prochaine fois qu'on va devoir sortir et potentiellement mourir. Ouais, c'est là que je trouve cette description pour un tu homme sens qui qu'il a a connu, vu ce regard. Il a vu ses regards. Il a connu ce silence, il a connu cette résilience, cette acceptation de la mort. Il l'a perçu, il l'a vécu. Et c'est pour ça que ces descriptions sont aussi glaçantes. Alors là, évidemment, on résume. Il y a des parties qui sont avec nos mots, mais je vous invite à ceux qui ont envie, qui n'ont jamais fait, de un jour lire quand même ces livres, de se rendre compte de la manière qu'il a de décrire ces moments qui sont vraiment prenants, quoi. Enfin, cette armée donc descend la route et ainsi, sans corps, ni harpe, ni musique, de voix d'homme, commence la grande chevauchée vers l'est, dont les chansons de Rohan devront se nourrir durant bien des générations ultérieures. C'est vers midi que l'armée arrive à Edoras. Ils font une brève halte et fortifient le groupe de 3 vingtaines de cavaliers arrivés tardivement à la prise d'armes. Après avoir mangé, ils s'apprêtent à repartir et Théoden adresse un bienveillant adieu à Merry. Et ce dernier le supplie une dernière fois de ne pas se séparer de lui. Mais Théoden ne flanche pas. Merry est valeureux et plus grand de cœur que de stature. Mais que pourrait-il faire sur un champ de bataille comme celui qui les attend devant Minas Tirith ? De plus, aucun des cavaliers ne peut le prendre comme fardeau. Merry s'incline et s'en va tristement pour observer l'armée se mettre en marche. C'est alors qu'un cavalier s'approche, inaperçu, et parle doucement à l'oreille du hobbit. Où la volonté ne manque pas, une voie s'ouvre,
disons-nous, et je l'ai constaté moi-même. Merry lève les yeux et remarque que c'est le jeune cavalier qu'il a remarqué plus tôt le matin. Ce dernier continue à parler. « Vous désirez aller là où va le seigneur de la marche, je le vois sur votre visage. »« Oui, dit Merry. »« Eh bien, vous viendrez avec moi. Je vous porterai devant moi, sous mon manteau, jusqu'à ce que nous soyons loin en campagne, que cette obscurité soit plus épaisse encore. Une telle bonne volonté ne devrait pas être refusée. Ne dites plus rien à quiconque, mais venez. » « Merci vraiment, dit Merry. Merci, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre nom. »« Non » dit doucement le cavalier. « Eh bien, appelez-moi Derelm. » C'est ainsi que lorsque le roi s'en va, Merry le hobbit est assis devant Derelm, et le grand coursier gris ne se soucie guère de ce fardeau, car Derelm est moins lourd que bien des hommes, quoiqu'il fût souple et bien découplé. Je ne sais pas par quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire par bien découpé? C'est quoi, il a combien de chevaux? C'est quoi ça veut dire? Je sais pas. En tout cas, Derelm Je posais la même question. Derelm est bien gaulé, semble-t-il. Il chevauche dans l'ombre, et ce soir-là, il campe au confluent du Snowbourn et de l'Antaluve à 12 lieues d'Edoras. Puis ils repartent à travers la marche, où à leur droite s'étendent de grandes forêts de chênes grimpant sur les pentes des collines aux lisières du Gondor. Et comme ils vont, la rumeur leur vient de la guerre dans le nord. Des hommes isolés, galopant furieusement, annoncent que des ennemis assaillent leurs frontières de l'est et que des armées orques avancent sur le plateau de Rohan. « En avant! En avant !» criait Homer. « Il est trop tard maintenant pour se détourner. Les marais de l'Antaluve doivent garder notre flanc. C'est de la rapidité qu'il faut. En avant !» Et ainsi, le roi Théoden quitte son propre royaume. La longue route s'en va en serpentant, mille après mille, et les collines de feux d'alarme défilent. Calenhad, Min Rinimon, Erelas, Nardol. Mais les feux sont éteints. Toutes les terres sont grises et silencieuses. L'ombre s'épaissit toujours devant eux, et l'espoir s'affaiblit dans tous les cœurs. Pouah. Quelle fin de... Y a-t-il besoin d'en rajouter? Bah, tout ce qu'il faudrait, c'est la petite musique par-dessus, la musique du Rohan. Ah, je la mettrai sûrement, vous l'avez sûrement entendu à l'instant, chers auditeurs et auditrices. Elle vous fait sûrement grincer les poils, hérisser les poils encore plus que nous l'avons maintenant. Ah, c'est terrible, hein, mais on a déjà beaucoup parlé de cette résilience, ce désespoir, mais on le sent, quoi, ça transpire à travers ces pages, cette absence d'espoir, et en même temps, ce courage et cette valeur de tous ces hommes et de cette femme, en l'occurrence, de partir. Oui, parce que. Ah, peut-être que j'ai spoilé certains. Oh non, tu l'as dit. De cette femme, en l'occurrence, de partir à la guerre face à la mort, comme ça. Ouais. On ne peut rester qu'en admiration face à ces personnages. Mais j'ai l'impression qu'il y a. Oui, c'est clair, puis il n'y a plus grand-chose à. Enfin. On va encore discuter, mais là maintenant la guerre est partie, quoi. J'ai l'impression qu'on doit lire la suite, on doit continuer l'aventure parce que des histoires qu'on a là, comme on a là maintenant, il y en a ici, ici, là à l'instant on est au Rohan, il y en a à Minas Tirith, et tout va s'enchaîner, quoi. D'ailleurs la semaine prochaine sera assez lourde en émotions, donc ouais, en tout cas pendant ces quelques chapitres jusqu'à la bataille, on est vraiment sur la pente glissante comme ça sur le fil du rasoir, et ce n'est que perdition et désespoir. Ouais, c'est ça. Ben là, la semaine prochaine, on va directement rentrer dans la bataille qui commence au Gondor. Au cœur du conflit. Au cœur du conflit, les premiers mouvements d'armée réels et concrets. La bataille la plus importante que nous attendons. C'est tous. déjà bientôt. Ouais. Que nous chanterons encore pendant des centaines d'années pour le Rohan, à leur mémoire. Mais oui, voilà, que dire. Faudra on en profitera pour un peu plus parler, je pense, aussi de ces seigneurs, du coup, Imraïl, le prince de Dolamroth, parce on a parlé un peu de l'origine du nom de Malamrod, du coup, qui est ce personnage Amroth, mais il faut savoir que Imraïl, donc c'est le nom du prince, c'est en fait le tonton de Faramir et de Boromir, c'est
Ouais, c'est Qui a du sang de Numénor dans les veines. C'est le père de la femme de Vindulas, donc la femme de Denethor. Oui. C'est leur tonton qui a du sang numénorien, bien sûr. Aussi. Chose que Legolas d'ailleurs ne manquera pas de remarquer lorsqu'il le croisera à la fin du conflit. Et vous avez du sang d'elfe en vous, je le vois. Peut-être on peut en parler maintenant, de toute façon il nous reste... oui, nous y sommes, alors j'y allons-y. suis. Mais, vas-y, oui. Parce qu'effectivement, ces seigneurs, on les a rencontrés la semaine dernière, on n'a pas pris le temps de s'attarder. Il y a 2 semaines, Mais il y a 2 semaines. En fait, il y a la saison dernière, durant je ne sais plus quel chapitre du livre 2, on avait parlé à un moment de tous ces couples humains et elfes qui étaient très rares, et en fait ils faisaient à chaque fois l'objet d'une histoire assez particulière, et j'avais dit oui, mais il y a une histoire qui est pas très particulière, ou en tout cas qui est moins connue, et en fait elle est à l'origine de ce peuple de la cité de Dol Amroth, tout simplement. En fait, il y a une elfe qui était la suivante de Nimrodel, donc l'amante, l'amoureuse d'Amroth, cette fameuse histoire, et qui, en fait... Donc, je résume entre gros guillemets encore une fois le début de cette histoire. Amroth et Nimrodel se rencontrent en Lothlórien, parce qu'Amroth est le seigneur de la Lothlórien à ce moment-là, durant le 2e âge. Un elfe, oui. Et ils tombent amoureux, sauf qu'au moment où le Balrog est... Enfin, il y a des bordels, en fait, dans la Moria, avec les nains qui réveillent des trucs qu'ils n'ont pas trop envie de réveiller. Et je ne sais plus les détails exacts, mais il y a des guerres avec les nains. Et donc, Nimrodel, elle a peur, et elle s'enfuit de la Lothlórien avec une compagnie de suivantes. Et elle rejoint plus bas, en dessous des montagnes blanches, elle rejoint des hommes, etc., qui étaient déjà installés là-bas, sûrement des druidins en partie, dont je vous ai parlé au début de cet épisode, et des hommes qui sont en train de former des peuples, dont un certain, je ne vais pas dire de bêtises, donc je reviendrai avec son nom la semaine prochaine, mais en tout cas un homme qui vit là-bas, et ses suivantes, elles vont en fait rencontrer les hommes, et il va y avoir un homme qui va s'accoupler une de ces elfes, et qui va créer le début de ce peuple, qui en fait c'est un des ancêtres de Imraïl, donc un des ancêtres aussi de Faramir et de Boromir, etc. Ce qui explique que Legolas va voir du sang elfique dans ce prince Imraïl. Et voilà, en fait les hommes racontent que ce peuple-là a une ascendance elfique. Ce qui est le cas, en fait, visiblement, en tout cas la légende raconte qu'ils sont nés de l'union d'une des suivantes de Nimrodel. Et donc voilà, il y a eu donc une histoire d'amour qu'on connaît moins. Comme quoi, il y en aurait peut-être d'autres. Peut-être. Aussi, ouais. je pense. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais des traits elfiques. Ouais. Peut-être un de mes ancêtres, une de mes ancêtres. Dans le noir, peut-être. Mais peut-être. Oui, peut-être. C'est vrai que tes parents, on est très... Mais moi, je pense que ce serait plutôt, dans mes ancêtres, ce serait un nain et une elfe, ou l'inverse. Une naine et un elfe, je ne sais pas. Non, ça n'a jamais existé dans l'histoire de Tolkien, en tout cas. Et bah dans mon histoire, à part peut-être. dans les fantasmes du film Le Hobbit. Une espèce de fanfiction chelou. Et donc voilà, encore plein d'histoires sur tous ces personnages. Moi, je regrette un peu qu'on ne les voit pas dans les films, ces gens de Dol Amroth qui paraissent si impressionnants. Bah écoute, si nous avons... Peut-être un jour, des jeunes Belges pourront réaliser un spin-off sur ces personnages oubliés. Allez, si vous nous faites tous des dons, on peut peut-être arriver au budget de la série Amazon. Sur les side quests, les aventures secondaires des fils d'Elrond. Moi, je suis surtout qu'ils ont été faire dans le très Nord. déçu que ce genre de série... On va pas revenir sur le premier série. Mais c'est la première référence qu'on fait depuis le retour du podcast. Mais que c'était clairement ce genre de série, enfin de ce genre de projet qui aurait pu en fait nous dépeindre énormément de ces personnages et de ces peuples magnifiques. Ouais. Par exemple, l'histoire de Nimrodel, pourquoi pas commencer là? Ouais. On n'en sait rien, mais pourquoi pas? Ah bah ouais. C'est génial. Pourquoi pas faire une série sur ce qui se passe du côté des Haradrim, au sud? Mais vous savez pourquoi? Comment Sauron a été corrompre ces endroits-là? Oui, bon, mais ils n'ont pas les droits et tout ça. Évidemment, ils n'ont pas les droits. Même sans les droits, il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Bon, sur ce, voilà, est-ce que vous avez encore des choses à dire pour clôturer ce chapitre, ma foi C'est intense. Moi, j'ai hâte d'être la semaine prochaine. Je veux en savoir plus. Je veux voir ce conflit de l'intérieur. Ouais. Peut-être qu'on pourra un jour raconter vraiment l'histoire du saucisson aussi. Mais... Eh bien, en tout cas, oui. Lors d'un chapitre plus bref. On le fera quand on parlera un petit peu le suspense. Ouais. Je vais encore recevoir des messages qui demandent cette histoire. Cette fameuse histoire du saucisson. Faut teaser encore un peu. C'est notre nouveau gimmick après le coupeton. Ça sera maintenant le saucisson. Qui n'a rien à voir avec le Seigneur de l'Anneau, d'ailleurs, on s'en excuse. Mais nous ne sommes pas parfaits. Sur ce, bien j'espère que vous avez adoré cet épisode comme nous on a adoré le faire. Je ne vous embête plus avec toutes ces histoires de réseaux sociaux, vous connaissez la chanson, mais n'hésitez pas à faire tout ce qu'on vous a demandé de faire en début d'épisode. Et on remercie évidemment On remercie les gens qui nous soutiennent sur Tipeee, tous les tipeurs, merci beaucoup. N'hésitez pas à peut-être, si vous le désirez, aller nous faire un petit don, ne fût-ce que de symbolique d'1 euro, évidemment, nous ça nous aide beaucoup
en coulisses pour faire vivre un peu tout ça et pour payer les frais que nous avons. C'est donc la grande bataille que nous avons à voir la semaine prochaine. Merci à tous, j'espère que vous avez bien apprécié et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt.